Mes sœurs, mesdames, messieurs, il est de tradition que celui qu'on appelle ou celle le médiateur se présente. Avec moi, ça sera vite fait. Je m'appelle Luc Soubré, il y a donc un accent sur le « et ». C'est un nom typiquement béarnais. Ça tombe bien, je suis né à Pau. Et j'ai été initié à la loge Étienne Dollet à Orléans en 1956. C'est tout. À ma droite, Céline Brion-Portet, qui est professeure des universités à Montpellier et qui enseigne la socio-anthropologie de l'imaginaire. Ses recherches portent sur les représentations symboliques, les mythes, les pratiques rituelles. Elle travaille sur les organisations fermées, l'armée, la maçonnerie, et aussi sur les séries télévisées. Elle a écrit de très nombreux articles et livres sur la sociologie, justement, des sociétés fermées, l'utopie maçonnique avec Daniel Keller et petits essais de philosophie maçonnique avec Yves Chalier. Voilà donc pour Céline. Pour notre sœur, ce sont nos sœurs, on peut le dire ici. Donc Marie-Dominique Massoni, elle a publié des recueils de poèmes, des essais, et notamment des essais sur des artistes surréalistes, c'est-à-dire sur des cinéastes et des peintres surréalistes. Elle a dirigé la revue, justement, qui s'appelle Surréalisme, Utopie, Rêve, Révolte. Elle est secrétaire de rédaction du Maillon, qui est une revue interobédientielle, et qui a été nommée, cette revue, au prix littéraire du Salon de Paris. Elle a dirigé jusqu'en 2018 la collection Voix d'initiés, et dont elle a écrit Femmes et Initiation. Elle est auteure de l'ouvrage du féminin et de sa quête en franc-maçonnerie, consacré par un prix d'essai au Salon du livre maçonnique, je crois, en 2015. Ça doit être ça. Et elle apparaître deux ouvrages, Imagination et Imaginaire, et De la beauté et de l'amour. Une seule question pour commencer, donc je vais vous la poser. Une utopie nouvelle. Pourquoi dire nouvelle? La maçonnerie a été fondée, au moins officiellement, en 1723. Alors, pourquoi ne pas dire originale? J'ai tout dit. C'est à toi, Céline. Merci mon frère. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour nous écouter et pour parler ensemble de l'utopie en général et de l'utopie maçonnique en particulier. Alors pourquoi nouvelle? J'avoue que j'ai moi-même été un peu interloquée par la formulation de la thématique et je me suis posé la même question parce que 1717 c'est plus très nouveau, vous savez, c'est un petit peu comme quand on parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication à propos d'Internet et des téléphones portables. Ça l'était il y a 20-30 ans et aujourd'hui c'est plus aussi nouveau que ça l'était. Néanmoins, la franc-maçonnerie, elle possède, me semble-t-il, une particularité, une spécificité, notamment par rapport à certains mouvements religieux, certaines sectes. C'est ce qui la différencie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de dogme, elle n'a pas de doctrine figée, immuable, gravé dans le marbre. Alors on pourrait toujours arguer du fait qu'il y a deux francs-maçonneries, une qui est peut-être un petit peu plus dogmatique malgré tout que l'autre. Je pense évidemment à la franc-maçonnerie dite régulière d'inspiration anglo-saxonne, qui est quand même assise sur des landmarks et sur une doctrine un peu plus rigide. Mais si on pense à la franc-maçonnerie libérale et adogmatique, qui est majoritaire au Grand Orient de France, il me semble qu'il y a une capacité d'adaptation perpétuelle aux évolutions de la société. La franc-maçonnerie s'adapte, elle essaie d'évoluer en fonction des besoins et des attentes des citoyens, des individus, et c'est sans doute la raison pour laquelle on peut parler d'une utopie nouvelle ou, personnellement, je préférerais parler d'une utopie sans cesse en renouvellement.
Voilà. Donc pour l'instant, je n'en dirai pas plus parce que je pense qu'avec Marie-Dominique, nous allons quand même faire une petite présentation de ce que nous entendons par l'utopie maçonnique. Mon frère, on présente chacune d'entre nous notre façon de voir l'utopie maçonnique. Absolument. Allez, parfait. Donc, l'utopie maçonnique. Alors, avant de vous dire ce que moi j'entends par utopie lorsqu'il s'agit d'appliquer ce terme à la franc-maçonnerie, j'aimerais faire une sorte de clarification terminologique, hein, c'est-à-dire définir précisément ce qu'on entend par le mot utopie. Parce que c'est un terme polysémique et certaines des acceptions du mot utopie sont même contradictoires entre elles. Donc, on ne va jamais s'entendre si on ne définit pas les différentes significations qu'on peut donner au mot utopie. Alors tout d'abord, l'utopie renvoie évidemment à un monde imaginaire, un non-lieu, un lieu qui n'existe pas. C'est la signification qu'on lui donne à partir de l'ouvrage très célèbre de Thomas More, publié en 1516, l'Utopie, et qui décrit le mode de vie et le gouvernement parfait des habitants de l'île qui porte le nom d'Utopie. Évidemment, Thomas More a forgé ce néologisme à partir du grec latinisé utopos, utopia, utopos. Donc ça, c'est la première définition. Ça renvoie à l'imaginaire. Et évidemment, on voit bien que déjà, avec cette première accroche, cette première définition, la franc-maçonnerie, elle colle tout à fait à cela, puisque même si les francs-maçons œuvrent dans un lieu physique qui n'est pas totalement imaginaire, le travail initiatique du franc-maçon mobilise sans cesse l'imagination. Un certain type d'imagination que je qualifierais d'imagination symbolique. On le voit très bien à travers la cérémonie d'initiation, par exemple, où le futur initié a les yeux bandés et où il est obligé d'imaginer dans quel lieu il se trouve. On est donc bien dans ce non-lieu ou dans ce lieu de nulle part qui va solliciter l'imaginaire. D'ailleurs, on pourrait dire que la loge maçonnique n'est pas seulement une utopie, mais c'est aussi une hétérotopie, au sens où le philosophe Foucault entend ce terme, c'est-à-dire que, à l'inverse des utopies, c'est un lieu géographique, physique, matériel, mais qui va être coupé du reste du monde. Lorsqu'on ouvre les travaux de la loge, eh bien, on ferme, on couvre, hein, comme le dit le rituel, la porte pour que le monde sacré et le monde profane à l'extérieur soient totalement distincts. Deuxième signification possible du terme utopie. C'est une chimère, c'est un idéal inaccessible. Évidemment, c'est tiré de la première définition, celle de Thomas More. Comme on a affaire à un non-lieu, une sorte de monde idéal, eh bien, la perfection n'étant pas de ce monde, on dira, deuxième définition, que l'utopie est une sorte d'idéal inaccessible. Et au risque de chagriner certains de mes frères et sœurs, je dirais que là encore, on pourrait trouver des exemples qui prouveraient que parfois la franc-maçonnerie, malgré ses efforts, malgré tout ce qu'elle peut avoir de positif, elle échoue à atteindre cet idéal. L'idéal de la fraternité universelle, qui est quand même l'idéal avec un grand I de la franc-maçonnerie, eh bien, si on pense qu'une bonne partie de l'humanité est exclue de la franc-maçonnerie, je pense par exemple aux femmes, on peut se dire qu'il y a encore du travail pour construire la fraternité et la concorde universelle. Mais je pense aussi aux États-Unis. Cécile Révauger a écrit un ouvrage intitulé « Noirs et francs-maçons », où elle montre qu'aujourd'hui encore, 6 à 7 États aux États-Unis refusent de reconnaître les loges noires de Prince Hall, au motif que ce sont des loges où il n'y a que des personnes de couleur. Troisième définition possible de l'utopie, alors là ça commence à devenir intéressant je trouve par rapport à la spécificité de la franc-maçonnerie, c'est l'utopie non pas comme construction imaginaire, mais comme une imagination qui vise à se concrétiser, à devenir réelle.
C'est la définition que donne Karl Mannheim à l'utopie. Dans son grand ouvrage « Idéologie et utopie », il distingue l'idéologie qui est entre les mains des classes dominantes et qui vise à conserver le pouvoir tel qu'il est et à conserver l'ordre établi, par opposition à l'utopie qui, elle, est une négation de l'existant, de l'ordre établi, au profit de quelque chose qui pourrait être mieux. Donc, l'utopie comme force contestataire, l'utopie aussi comme espérance active. Et là, on pense à Ernst Bloch, qui, par exemple, a forgé l'expression, qui est un oxymore, hein, l'expression d'utopie concrète ou utopie pratiquée. Et Ernst Bloch nous montre qu'il y a des tas de courants historiques qui ont essayé de faire de l'utopie quelque chose qui, au fil du temps, a fini par se concrétiser et donc à n'être plus utopique. Ben, on peut se dire que ça, c'est la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, dans le régime foncièrement inégalitaire d'ancien régime, l'utopie a bousculé les privilèges, l'ordre établi, puisque de nombreuses loges faisaient fraterniser sur le niveau à la fois des nobles et des roturiers, ce qui était totalement inconcevable dans ce système inégalitaire fait de privilèges où on cloisonnait ce qu'on pourrait presque appeler des castes. Donc, la franc-maçonnerie, elle a été et elle est, à mon sens, avant tout une utopie concrète, une utopie qui se pratique d'abord dans l'hétérotopie de la loge, à huis clos, mais qui vise ensuite à être exportée au dehors. Hein, notre rituel dit porter au dehors l'œuvre commencée dans le temple. Et je dirais que si je devais donner un mot pour saisir la quintessence ou la substantifique moelle de l'utopie maçonnique, je dirais que c'est le mot progrès. Le mot progrès, la perfectibilité, le fait d'avoir foi en l'homme. Une foi qui est sans cesse renouvelée. Et encore une fois, comme la franc-maçonnerie ne possède pas de dogme figé, elle a la capacité de s'adapter aux évolutions de la société, mais nous reviendrons sans doute sur cet aspect de l'utopie maçonnique. Nous y reviendrons. Marie-Dominique. Oui, donc je vais continuer sur ce que disait Céline. Avant même que Thomas More n'invente cette utopie, son île d'utopie, qui est un lieu qui est à la fois ouvert et fermé, justement, ce qui doit nous rappeler quelque chose, puisque les utopiens quand même de Thomas More vont commercer, puisqu'on peut y aller. Bon, donc c'est un lieu ouvert et fermé, l'insularité étant privilégiée. Dans le texte de Thomas More, il y a eu des utopies précédentes qui ont pu donner idée justement de forger cet univers imaginaire. Si je peux prendre par exemple l'exemple des Hussites en Bohême, et qui ont forgé, on va dire, à la fois des villes, comme la ville de Tabor en République tchèque actuelle, et qui, dans ce lieu, par exemple, de Tabor, s'inscrivait en faux par rapport au dogme catholique de l'époque, c'est au XVe siècle. Il pouvait communier sous les deux espèces. Les gens qui arrivaient dans la communauté taborite déposaient toutes leurs richesses pour qu'elles servent à tout le monde. Il y avait notion d'égalité d'éducation entre garçons, enfin hommes et femmes. Et il y avait une espèce de société, on pourrait dire, se mettant en mouvement, portée par un idéal de ce que nous appelons fraternité, avec la nécessité du combat, avec bien entendu les forces extérieures à affronter. Donc les Taborites ont dû se battre contre des croisades organisées contre eux. Ils n'avaient rien. Ils ont inventé des moyens de résistance. Et donc je prends cet exemple-là, qui est un exemple historique, pour montrer que, d'une certaine manière, la notion d'utopie est aussi forgée par l'histoire, avant même que le mot existe dans l'humanisme.
et que l'humanisme lui-même s'impose. Je veux dire, Jean Hus, qui est à l'origine, sans être un taborite, Jean Hus était un prêtre qui a été martyrisé par un concile, exécuté, et qui se fondait sur des doctrines d'un autre prêtre, d'un autre ecclésiastique, qui s'appelait Wycliffe, et qui était entré en guerre contre les excès de l'Église catholique, de la papauté, un certain nombre d'excès que nous connaissons tous, et qui prônait évidemment aussi la communion sous les deux espèces. Donc ça, ce sont des exemples historiques qui ont petit à petit forgé. L'invention de Thomas More ne tombe pas de nulle part. Voilà, première chose. Donc de la même manière, on va pouvoir dire que la maçonnerie ne tombe pas de nulle part, et qu'elle n'a pas, au XVIIIe siècle, inventé un certain nombre de notions sur lesquelles elle va se fonder. C'est quelque chose qui se construit, on va dire, petit à petit, dans un imaginaire collectif, même serait-il de peu de gens. Cet imaginaire va se construire avec des relais qui vont petit à petit éclairer certains chemins qui vont mener à des éléments de contestation philosophique et sociale qui vont être ceux des Lumières. Parmi ceux-ci, on peut citer, on pourrait y revenir éventuellement, mais même en France, avec Rabelais par exemple et son abbaye de Thélème. Son abbaye de Thélème qui est à la fois un lieu d'éducation des jeunes gens, mais qui est aussi un lieu d'éducation symbolique, parce que pour peu qu'on s'arrête à la construction, à toutes les lois, enfin tout ce qui est construit dans l'abbaye de Thélème, eh bien, on remarquera qu'on a à la fois un idéal humaniste à Thélème, mais aussi une transmission de type symbolique, puisque tout est conçu selon le nombre et selon une base, pour essentiel, une base de 6 et secondairement une base de 7, et que même les noms des tours de Thélème vont reconstruire Adam. Chaque initiale va nous donner, de la tour, va nous donner le nom d'Adam. Donc c'est une construction utopique aussi, celle-ci en pleine terre, ouverte sur la Loire. Donc c'est encore un autre non-lieu, lieu-non-lieu. Et déjà quelque chose qui ressemble aussi à une utopie qui va dans le sens de ce que disait Céline à propos de Ernst Bloch, qui est de type constructif, qui est une utopie concrète. Alors, d'Ernst Bloch aussi, j'aime beaucoup la notion de principe-espérance, parce que dans son travail sur l'utopie, ce philosophe allemand va mettre l'accent sur cette ouverture à ce quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, ce qu'il appelle le principe-espérance, et je pense que pour les francs-maçons aussi, c'est quelque chose d'important, puisque, ainsi que le disait Céline tout à l'heure, le temple dans lequel nous nous réunissons est un non-lieu, c'est un lieu que nous créons dans notre imaginaire, mais c'est aussi un lieu de joie, enfin du moins quand on est heureux d'y aller, mais en général on est plutôt heureux. La preuve, on a ici quelqu'un qui, depuis je ne sais combien d'années, apparemment, ne cesse de tailler sa pierre, preuve qu'il doit y trouver quelque joie. Donc, lieu où on se retrouve avec bonheur, pour travailler avec bonheur sur des choses parfois extrêmement indicibles, mais dans l'espérance de quelque chose qui est à venir, et quelque chose qui fait que souvent, on est encore plus heureux quand on sort, que quand on arrive, on se prépare. Il y a de l'enfant dans le franc-maçon. Il y a quelque chose qui est ce moment-là privilégié d'avant la tenue, où on est à la fois un chevalier, enfin, on part pour quelque chose. Et notre itinéraire maçonnique, au fil des ans, a quelque chose de ce jeu enfantin. Moi, je me souviens des gamins autour de moi quand ils étaient tout petits et qui partaient en criant « Par le pouvoir du crâne, je détiens le pouvoir ». Le franc-maçon est quelque chose comme ça, de ce jeu d'enfant. Cette part ludique de la franc-maçonnerie dont on ne parle, à mon avis, pas assez, et qui amène avec elle, qui charrie avec elle,
cette joie et ce principe espérance, y compris dans un monde dans lequel nous vivons justement aujourd'hui, qui est un monde où on ne prend pas du tout en compte l'autre, où on est toujours pressé, où on est toujours dans la rentabilité immédiate, etc., etc. On pourrait éventuellement y revenir. Aller dans ce non-lieu et y découvrir pas à pas soi-même et l'autre, c'est-à-dire ce travail sur soi et cette relation d'altérité au tout autre et à la fragilité de l'autre aussi, ce qui nous renvoie à notre responsabilité profonde d'être humain, c'est aussi quelque chose qui participe de ce que Céline expliquait tout à l'heure, cette notion de perfectionnement, en ce lieu où moi je préfère perfectionnement à progrès. Progrès, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais bon, perfectionnement, oui. En tout cas, ce lieu où je vais recharger mes batteries, où comme un enfant, je vais partir vers des territoires inconnus. Ulysse revient, et moi aussi, et où je vais reprendre les traces, suivre les pas d'autres initiés avant moi, puisque eh bien, on a l'impression qu'effectivement, on met ses pas en individualité retrouvée, c'est-à-dire je ne suis plus quelqu'un d'éclaté, je rassemble mes morceaux. Donc je joue, je rassemble mes morceaux et j'espère. Et c'est ce qu'on appelle la foi maçonnique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est absolument pas religieux, qu'on soit athée, qu'on soit croyant, le phénomène qui nous porte, qui nous emporte, est tout à fait d'une autre nature. Et on reviendra ensuite, je pense, sur ce que la maçonnerie a apporté au XVIIIe, parce que moi, juste, je voulais finir ce que je disais là tout de suite, c'est que la grande invention de la maçonnerie, et en ça, j'estime qu'elle est toujours porteuse de nouveautés, même si le terme me gêne considérablement, parce que j'ai un petit côté vieille traditionnaliste, révolté certes, surréaliste certes, mais justement, je pense que le passé, c'est quelque chose qui ne peut qu'éclairer l'avenir. Donc le passé, quelquefois, fort nouveau, pour peu qu'on y retourne. Et c'est le passé souvent. Enfin, j'ai un côté Walter Benjamin, pour ceux qui connaissent, qui est extrêmement important pour moi. Donc, c'est le passé qui va nous faire affronter autrement des choses qui sont imperceptibles, mais qui commencent comme ça un petit peu à surgir. Au XVIIIe, la franc-maçonnerie, eh bien, elle va à la fois s'attacher à la rationalité, s'attacher à la raison comme déterminante dans la constitution d'un être humain, mais elle ne va pas renoncer à toute la tradition symboliste, hermétiste. Et je pense que l'une des richesses de la franc-maçonnerie aujourd'hui est qu'elle nous permet à la fois le cheminement analogique, on a le droit de rêver, on a le droit d'associer, on a le droit de descendre ce qu'on appelle son fil à plomb et de le remonter en ayant fait une pêche de petits poissons absolument surprenante. Et on peut aussi, c'est la même personne, oui, on est doué de raison, oui, sans raison, on n'avance pas. Donc on a 2 pieds, on a 2 jambes, on a 2 bras. Et la maçonnerie nous permet d'unifier notre corps spirituel, si j'ose dire, et d'aller de l'avant avec d'autres qui sont tout aussi timbrés que nous. Merci. Je ne voudrais pas être mauvais esprit, mais ce qui vient d'être dit par l'une et l'autre, c'est le côté, en quelque sorte, vous avez fait l'éloge de l'utopie. Mais il se trouve que quand le mur de Berlin a disparu, il y a eu des analystes pour dire enfin la disparition de toute utopie au bénéfice de la démocratie. Il y a le procès à toute utopie qu'elle n'est pas démocratique. Et on l'a bien vu dans les années qui ont suivi la chute du mur de Berlin, il y a eu un mouvement de contre-utopie, même si ça revient, l'utopie reprend des couleurs. Bon, question subsidiaire. L'abbaye de Thélème, première, effectivement, utopie française,
Sauf que c'était une utopie fermée, car ne pouvait entrer à l'abbaye de Thélème que si le gouverneur, c'est-à-dire celui qui dirigeait le couvent, était d'accord sur la candidature. Mais ça, c'est une question subsidiaire. C'était pour montrer que je connaissais l'abbaye de Thélème. Bon. Qui veut répondre plus sérieusement? Non pas sur l'abbaye de Thélème, mais... Si, d'abord sur l'abbaye de Thélème, pour dire qu'elle est quand même ouverte. C'est pas un lieu fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... et Rabelais s'en explique très bien, parce que c'est... Justement, il dit que ça doit être entièrement ouvert au reste. Donc, sur Thélème, mais sinon, effectivement, mais aussi en maçonnerie, pour entrer, il faut que les gens qui nous accueillent soient d'accord pour nous accueillir. Hein, donc, il y a bien quand même quelque chose qui existe. Et des contre-utopies, c'est pas seulement de nos temps où on a pu voir fleurir des contre-utopies. Au XVIIIe, les frères Bentham imaginent ce qu'ils appellent un panoptique, c'est-à-dire un lieu, une prison, qui est un lieu où il y a des cellules tout autour d'une sorte de tour intérieure où loge le surveillant. Et ce surveillant peut surveiller à 360 degrés tout ce qui est autour de lui. Et ils sont persuadés d'avoir inventé quelque chose de magnifique, quelque chose qui pourra servir pour des hôpitaux et des choses comme ça. Ce lieu de construction des frères Bentham, eh bien, a très peu été construit, mais il a quand même été construit, par exemple, à Cuba, non pas sous Castro, mais avant Castro. Et cette prison de la Modelo à Cuba a été effectivement un lieu où surveiller et punir était facilité. Je me demande comment étaient les gardiens, parce que cette surveillance constante... Bon. Foucault, dont parlait Céline tout à l'heure, l'utilise comme réflexion, comme modèle sur la société dans laquelle nous vivons, qui est une société de surveillance permanente. Voilà. Et le mur de Berlin, quand le mur de Berlin s'effondre, c'est non seulement la fin des utopies, mais c'est aussi la fin de l'histoire. C'est-à-dire, on nous dit, c'est terminé, le capitalisme a gagné, et les utopies, de toute façon, n'ont pu être que totalitaires. La Révolution française, c'est une catastrophe, quand on voit les résultats. Le communisme, bon, ben, voilà, c'est une société policière, etc. Et donc, toutes les utopies ont été, quand elles tendaient à se réalisaient d'une manière totalitaire. C'est juste, on voit ça jusque dans une exposition qui a eu lieu à Paris, à la Bibliothèque nationale, avec toute une exposition, enfin plusieurs salles sur l'utopie, les utopies que nous avons rapidement évoquées tout à l'heure, et donc, enfin, plus d'autres dont nous n'avons pas parlé, mais les dernières salles de cette exposition étaient consacrées au nazisme et au stalinisme, enfin au communisme. Bon. Or, voir l'utopie sous cet angle-là, c'est une véritable catastrophe, puisque si l'utopie, comme l'imagination, André Breton disait que l'imagination, c'est ce qui tend à devenir réel, l'utopie, c'est pareil, c'est quelque chose qui tend à devenir réel, mais qui, en tant que système social, ne s'est jamais installé nulle part. C'est simplement quelque chose qui permet à un rêveur qui s'éveille de se dire « c'est par là ». Quelqu'un qui dit non au monde, il sait qu'il dit non parce que plus profondément, il dit oui, comme un enfant. Je parlais tout à l'heure de l'enfance. Eh bien, c'est ce grand rêve d'autre chose, d'une société harmonieuse, d'une société où des êtres humains, etc., a toujours existé et j'espère qu'il existe encore. Et la fin des utopies, je donne la parole à Céline. Pardon. Oui, donc je pense que toute utopie possède en elle le risque de devenir une contre-utopie ou une dystopie. Ça, c'est mon sentiment intime, profond. Et que par conséquent, il faut des garde-fous. Alors pourquoi d'abord cette tendance? Je crois que tout idéal, à force de vouloir bien faire, a une volonté de contrôle. Et donc, si la volonté de contrôle prend le pas sur la liberté, évidemment, ça peut dériver en système totalitaire. Je pense que
On a des milliers d'exemples sous les yeux. Je parlerai tout à l'heure d'Internet, qui est une utopie. Internet est une utopie. Il y a même des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Je pense à Fred Turner, L'utopie d'Internet, qui montre qu'au départ, c'était des Américains partisans de la contre-culture américaine, le mouvement hippie, tout ce mouvement contestataire qui visait à proposer une société autre et qui se battait justement contre le contrôle étatique, qui se battait contre ceux qui voulaient faire des systèmes fermés au niveau de l'informatique, puisque c'était les débuts de l'informatique. Donc Internet a rêvé d'un monde ouvert, d'un monde gratuit, d'un monde capable d'outrepasser le contrôle étatique, capable de réaliser ce que Marshall McLuhan appellera plus tard The Global Village, le village planétaire. C'était le rêve de la mondialisation, mais de la mondialisation vue sous son aspect positif. À savoir qu'il n'y aurait plus de frontières, de crispation identitaire, mais que finalement tous les individus de la Terre seraient capables de vivre fraternellement en étant connectés les uns aux autres, en harmonie et rassemblés autour de valeurs communes, très proches de la franc-maçonnerie finalement. Qu'est devenu Internet aujourd'hui ? Internet aujourd'hui, c'est du piratage, c'est le contrôle des États qui commence à... Regardez en Chine, l'Internet en Chine n'a rien à voir avec Google, on sait très bien, Google, la Chine, ce qui se passe. Donc Internet a basculé. Aujourd'hui, c'est aussi le dark web. Grâce à Internet aujourd'hui, vous pouvez acheter des armes, vous pouvez payer un tueur à gages, vous pouvez faire tout ça. Donc il y a eu une inversion de cette utopie qui était magnifique il y a quelques décennies et qui est en passe de devenir, à mon sens, quasiment une contre-utopie. On parle aussi beaucoup de la radicalisation aujourd'hui par le biais d'Internet, c'est-à-dire qu'au lieu de construire la grande concorde universelle, Internet peut aussi servir des desseins beaucoup plus noirs, à savoir que des djihadistes se mettent à recruter et à appeler au djihad et à convertir par le réseau Internet. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une utopie peut ne pas basculer et devenir une dystopie ou une contre-utopie? Et il me semble que la franc-maçonnerie en est un exemple, ou l'un des rares exemples d'ailleurs. C'est que si on place l'humain, ou plutôt la liberté de l'homme, au-dessus du paradis à tout prix, je pense qu'on peut éviter le basculement. Je pense au communisme. Le communisme a été une belle utopie, sauf qu'à un moment donné, la volonté de tout contrôler et de réaliser le bonheur sur Terre, les lendemains qui chantent, a abouti au fait qu'on a supprimé toute liberté individuelle. Et c'est finalement ça qui, à mon sens, quand il y a une volonté de contrôle par le haut, que l'utopie peut devenir dystopie. En franc-maçonnerie, c'est l'inverse, puisque c'est le franc-maçon qui est un maçon libre dans une loge libre. Donc la liberté, le cheminement personnel est la clé finalement de cette utopie maçonnique. Et c'est peut-être le garde-fou qui permet à la franc-maçonnerie de ne pas devenir totalitaire. Voilà, la liberté personnelle comme garde-fou pour ne pas basculer dans la contre-utopie. Alors, si j'ai 3 petites minutes, j'aimerais bien revenir sur quelques notions que Marie-Dominique a abordées, notamment celle du chevalier, parce que là, elle a touché à l'un de mes dadas, le mythe chevaleresque, ça c'est... parce que je crois que dans l'imaginaire maçonnique, c'est un imaginaire très important et qui est utopique ou utopien. Je distingue parfois les adjectifs utopiques qui font souvent référence à la chimère et l'adjectif utopien qui est une sorte d'utopie et d'espérance active au sens d'Ernst Bloch. Pour moi, la figure du chevalier qu'on trouve notamment dans les hauts grades, et je pense au 30e degré du rite écossais ancien et accepté, le chevalier Kadosh, c'est l'association même de l'utopique et de l'utopien.
Parce que le chevalier, il est entre la cité céleste et la cité terrestre. Il réalise, un peu comme l'alchimiste, les noces chimiques du ciel et de la terre, de l'esprit et du corps, dont Marie-Dominique parlait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si on pense à chevalier, on peut penser par exemple aux moines soldats. Ils étaient moines, hein, ils priaient, ils étaient tournés vers la transcendance. Les croisés voulaient libérer la Sainte Jérusalem des mains des infidèles, mais dans un même temps, ils œuvraient ici-bas. Ils n'attendaient pas d'être dans l'au-delà pour être dans la cité céleste. Ils voulaient que cette cité céleste soit aussi incarnée sur la terre, qu'elle soit une cité terrestre. Et c'est pour ça que le chevalier a une épée, il a une arme. Parce que, guidé par son devoir, je pense à la devise du 30e degré du chevalier Kadosh, fais ce que doit, advienne que pourra. On est dans le devoir. On est dans une utopie, une idée de société juste et bonne qu'on veut réaliser, s'il le faut, par les armes. Alors pour le franc-maçon, ce sont surtout des armes symboliques, sauf que si une dictature vient à s'instaurer, ça peut être des armes réelles, hein, on peut entrer en résistance. Mais le chevalier, voilà, il est entre les deux, et pour moi, c'est la figure même du franc-maçon entre ces deux mondes, entre la méditation et l'action. Et on pense aussi, par exemple, à Don Quichotte. Hein, Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent. Il y a aussi un peu de ça chez le franc-maçon. Il y a aussi cette volonté d'instaurer une société parfaitement juste, dont on sait pertinemment qu'on ne l'atteindra jamais. Elle est comme l'horizon qui recule au fur et à mesure qu'on avance et qu'on pense sans saisir. Je terminerai juste, pour ne pas monopoliser la parole, sur l'idée... J'ai l'impression de parler moi-même. Bon, écoute, alors c'est fait. Non, mais on fait un peu de télépathie, on ne vous l'a pas dit, mais en fait, on est assez connectés avec Marie-Dominique. Ce n'est pas la première fois qu'on intervient ensemble, donc on est assez complémentaires. Quand on est dans la loge, autre exemple qui prouve que nous sommes dans une hétérotopie, mais qui est porteuse d'une utopie, et qui est aussi un peu un non-lieu ou un lieu de nulle part. Quand on nous explique, à nous francs-maçons, que nous sommes dans le temple de Salomon, ou que nous essayons de reconstruire le temple de Salomon. Le temple de Salomon, il y a belle lurette. Alors pourquoi fait-on référence à ce temple de Salomon? Il y a plusieurs raisons à ça. Mais la première, c'est que c'est un temple qui a été maintes fois détruit, reconstruit. C'est la preuve que l'utopie maçonnique, c'est une utopie sans fin. Elle est toujours à reconstruire en permanence, et pour cause. Que cherchent les francs-maçons? Le Grand Orient de France, dans son rite dit Groussier, en sa version de 1955, dit que nous essayons d'améliorer l'homme et la société. Utopie s'il en est. Mais quelle utopie? Améliorer l'homme et la société, rien que ça. Donc, on comprend bien, évidemment, que ce temple de Salomon, il est en quelque sorte un symbole. Le symbole de quelque chose qui est à recommencer perpétuellement. Mais il y a sans doute une autre raison. C'est que si on connaît bien l'histoire de ce temple de Salomon, quand on lit les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, il est dit que c'est le temple que Salomon avait fait construire pour contenir l'Arche d'Alliance. C'était donc une construction humaine, commandée par un roi, Salomon, mais qui contenait le divin, puisque l'Arche d'Alliance, c'était l'alliance avec l'Éternel, hein, avec Dieu. Donc là encore, on retrouve cette idée qu'on avait déjà à travers le mythe du chevalier, c'est que le temple de Salomon, il est lui aussi entre ciel et terre. On est des humains, nous sommes humains trop humains, comme dirait Nietzsche, mais nous voulons plus que cela et nous voulons nous tourner vers quelque chose de plus grand que nous. L'idéal de justice, disais-je par exemple tout à l'heure. Je terminerai en 2 minutes sur... c'est quelque chose que je souhaitais développer par rapport à ce que notre frère Luc disait, à savoir, est-ce une utopie nouvelle? Et Marie-Dominique a bien montré que ce n'était pas tout à fait nouveau. Mais malgré tout, la franc-maçonnerie, à partir d'éléments qui lui ont préexisté, je pense à
aux éléments qu'elle a puisés dans la tradition alchimique, mais aussi dans l'Ancien et le Nouveau Testament, à tout ce qu'elle a puisé dans la chevalerie médiévale, etc. etc. Les Rose-Croix, bon, on pourrait multiplier les exemples. Elle a quand même su agencer cela de manière originale, et ce syncrétisme n'est pas simplement un fourre-tout, mais a donné lieu à une œuvre qui me semble être tout à fait originale. Et dernier point, je parlais en préambule de cette aptitude de la franc-maçonnerie à s'adapter perpétuellement et à se renouveler. Plutôt que de nouveauté, je préférais parler de renouvellement. Quand on connaît bien l'histoire du rite français, qui est le rite, on va dire, d'origine du Grand Orient de France et qui, aujourd'hui, même s'il n'est pas le seul, est encore celui qui est largement pratiqué aux côtés des autres rites. Le rite français, il a subi des évolutions notables au fil de l'histoire parce que les francs-maçons du Grand Orient de France ont voulu adapter ce rite aux attentes de la société qui était mouvante, qui n'était pas figée. Au XVIIIe siècle, le rite français, on l'oublie trop souvent, était un rite extrêmement symbolique, ésotérique et avait même parfois des accents un peu mystiques. Au XIXe siècle, surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans une société française qui était devenue ultra-rationaliste, en tout cas au moins positiviste, scientiste, sous l'influence d'Auguste Comte, les francs-maçons du Grand Orient de France ont considéré que ça ne correspondait absolument plus à leurs attentes. Ils ont donc remanié le rite français, sous la houlette notamment de Louis Amiable et d'autres, et ils ont épuré, ils ont enlevé tout ce qui était symbolique, ésotérique. C'est devenu un rite extrêmement, je dirais presque froid, rationnel, parce que ça correspondait aux attentes du moment. 30 ans plus tard, arrive Arthur Groussier, grand maître, qui s'émeut quelque peu que le rite français ait quasiment perdu sa spécificité maçonnique. Que fait-il? Il fait appel à Armand Bédaride et il lui demande de remanier le rite. Et Armand Bédaride, qui était un fin connaisseur de la tradition ésotérique, remet des éléments symboliques, ésotériques, etc., parce qu'on avait à nouveau changer les besoins, les aspirations. Donc voilà, et aujourd'hui, le rite Groussier est une sorte de mélange de rite français des origines du XVIIIe siècle et de mélange de ce qu'il a été à la fin du XIXe siècle sous le comtisme, sous le positivisme d'Auguste Comte. Et ça, Ludovic Marcos, et je lui rends hommage parce que c'est un frère récemment disparu, qui a écrit un merveilleux ouvrage sur l'histoire du rite français que je vous invite à lire si ce n'est déjà fait, et qui montre très bien cette capacité d'adaptation, cette plasticité de l'utopie maçonnique. Alors moi, par rapport à cette notion... Alors, pour 5 minutes seulement, pour pouvoir donner la parole à la salle en 5 minutes. Non, mais je vais être rapide. Donc, moi, ce qui me paraît important dans la conception qu'on peut avoir des utopies, dystopies, contre-utopies, c'est quelque chose en ce qui concerne la maçonnerie. Céline, tout à l'heure, parlait de l'Arche d'Alliance. Et pour moi, justement, par rapport à tous ces risques totalitaires, il y a quelque chose de très important qu'on trouve dans certains rites énoncés de manière claire. C'est la notion, donc, où on lit la perfection à l'alliance. C'est-à-dire, c'est des alliances, elle a dit tout à l'heure, de maçons libres dans des loges libres. Donc cette notion de liberté et d'alliance qui se fait dans un idéal de construction. Donc si on a, par exemple, elle évoquait tout à l'heure le totalitarisme russe, qui commence en fait tout de suite, dès que le parti bolchevique va imposer sa férule sur la société, va commencer très très vite dans les mois qui suivent la révolution russe à imposer sa loi de fer, puisque ça doit aller vers la dictature du prolétariat. Quand on pense, justement, c'est là qu'il y a utopie de la maçonnerie, quand on pense à cette alliance d'hommes de bien qui mettent l'humain au centre, et cette notion que nous répétons à chaque fois de liberté, d'égalité, de fraternité,
eh bien, il y a là quelque chose qui permet une invention au sens alchimique du terme, c'est-à-dire des trouvailles permanentes à chacun qui est en recherche de sa justesse intérieure, qui le met en écho avec la justice profonde dont il peut rêver. Merci. Juste avant de donner la parole, il faut rendre quand même justice au stalinisme qui, dans les conditions d'adhésion à la Troisième Internationale, avait interdit d'être franc-maçon. Il ne se trompait pas. Voilà. De temps en temps, il faut rendre justice à la lucidité des staliniens quand même. La parole est à la salle. Vous avez tracé un tableau assez noir de toutes les utopies qui ont fait la preuve de leur faillite. Il semblerait donc que la maçonnerie qui perdure ne soit pas une utopie à classer parmi celles-ci. Que pensez-vous de la formule que je vais donner maintenant, puisque la maçonnerie ne serait pas une utopie traditionnelle, au sens où vous l'avez dit tout à l'heure? Je la qualifierais plutôt de utopie. Utopie, puisque c'est en grec le bonheur. Je crois qu'on cherche le bonheur non seulement de chacun des membres de la maçonnerie, mais aussi le bonheur de la société humaine. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette définition vous agrée et quelle réflexion elle vous suggère? Alors, moi personnellement, mais ça n'engage que moi, c'est très personnel, je ne suis pas persuadée que la quête du bonheur soit la quête ultime, ni de la franc-maçonnerie, ni de la vie en général. Parce que, bon, d'abord parce que, alors je ne sais pas ce qu'est le bonheur, et je ne suis pas persuadée que quelqu'un soit capable de définir précisément ce qu'est le bonheur. Et là encore, il me semble qu'il y a beaucoup d'utopies qui, à vouloir faire le bonheur des hommes, ont fait leur malheur. Ça me semble donc être un peu dangereux, cette notion de bonheur. Alors qu'on prenne du bonheur à aller en loge. C'est ce que Marie-Dominique disait quand elle parlait de joie. Oui, mais bon, la joie rend heureux, bon, ça contribue au bonheur. Mais pour moi, ce n'est pas la finalité ultime. Je pense que la finalité ultime de l'utopie maçonnique, c'est le développement de soi-même, faire ce travail sur soi-même, ce travail de transformation, afin de réaliser les potentialités enfouies que nous avons en nous-mêmes. Et ça me paraît différent de la recherche du bonheur, tout aussi compliqué, mais peut-être quand même plus à la portée de chaque franc-maçon, parce que c'est, pour revenir, puisque Marie-Dominique et moi-même sommes très attachés à l'alchimie, c'est cette réalisation progressive de ce qui sommeille en germe dans la materia prima et qui ne demande qu'à s'éveiller. Je pense à Rimbaud, « Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles aux millions d'oiseaux d'or, aux futures vigueurs ?» Pour moi, c'est plutôt ça, le but de l'utopie maçonnique. Mais encore une fois, j'ai bien dit que c'était très personnel. Mais j'ai très peur de ce mot bonheur parce qu'il me semble aussi très attaché à de nombreuses utopies qui ont basculé de l'autre côté, du côté obscur. La parole à la salle. Je m'écarte un petit peu du sujet, mais très légèrement. Les francs-maçons se réunissent dans des endroits qu'on appelle le temple. C'est bien ça. Et le temple, en général, ce sont les lieux de culte des Juifs. Avez-vous des relations particulières avec cette religion par rapport aux autres? Et puis, deuxième question, quels ont été les rapports des francs-maçons avec les nazis? Avec les nazis. Il y a un article, je n'ai pas eu le temps de le lire, je crois sur la dépêche d'aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Oui, bon. À propos du bonheur, je voudrais simplement dire que la formule Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe. Saint-Just, il a fini par instaurer la grande terreur, mais c'est malveillant de ma part.
En quelques mots, parce que Marie-Dominique rebondira sans doute, le temple, oui, c'est le nom que les Juifs donnent à leur lieu de culte, mais je crois qu'il faut le prendre au sens plutôt étymologique du mot templum. Le templum, chez les Latins, c'est ce lieu que l'on trace d'abord à l'aide d'un morceau de bois et qu'on trace dans le ciel pour délimiter un espace où les augures vont pouvoir prédire l'avenir. Et ensuite, on a fait la même chose par terre, c'est-à-dire qu'au lieu de délimiter un endroit dans le ciel, on a tracé à l'aide d'un bâton un endroit qui ferait qu'à l'intérieur de cet espace délimité, eh bien, ce serait un espace sacré, sacraire, séparé du profane, profanum, celui qui est à l'extérieur justement de l'enceinte sacrée. Donc je crois que temple, il faut plutôt, à mon sens, le prendre dans ce sens-là, d'espace délimité qui va être sacré par opposition au monde profane à l'extérieur. Après, sur le rapport des francs-maçons et des nazis, bon, bah, les francs-maçons ont été persécutés par les nazis, comme ils l'ont été par quasiment tous les régimes dictatoriaux, totalitaires. Alors là, on pourrait mettre la seule exception, je crois, étant Cuba, Fidel Castro, qui n'a pas poursuivi les francs-maçons. Mais enfin, je crois que c'est la seule exception. Donc, non, parce qu'il y a eu en Allemagne des loges qui ont rejoint le nazisme. Oui. Donc la question était peut-être là. Donc je dirais simplement qu'effectivement, il y a eu des loges allemandes qui ont soutenu Hitler, qui se sont d'ailleurs dissoutes en tant que telles, qui ont rejoint. Donc elles n'existaient plus en tant que loges de francs-maçons. Mais il y a aussi beaucoup de francs-maçons quand même, allemands, qui sont entrés en résistance et qui ont fini dans des camps. Alors ensuite, sur la relation avec la religion juive, ainsi que Céline vous l'a expliqué tout à l'heure, il est évident que la maçonnerie, puisant dans la tradition, va puiser aussi bien dans les traditions gréco-latines que dans les traditions hermétiques d'Alexandrie, que dans le judaïsme, forcément, puisque tous ces courants divers vont converger. Ce que fait la maçonnerie, donc l'alchimie, la kabbale, etc. Ce que fait la maçonnerie, c'est qu'elle va proposer à la fois quelque chose qu'on pourrait voir comme du syncrétisme, mais je préfère dire, parce que c'est plus dominant, quelque chose qui serait une synthèse progressive, qui permet à chacun, en revisitant des éléments de tradition, de voir sur le plan de sa pensée, de son esprit, ce qui lui convient le mieux. Et effectivement, notre esprit fait des ponts des uns aux autres. Donc la franc-maçonnerie n'est ni juive, ni chrétienne, ni athée, ni... elle est ce que le franc-maçon qui quête en fait. Ce qu'on en fait. Voilà. Bonjour, question, je ne sais pas si on peut y répondre, c'est une question qu'on doit se poser à nous tous. Comment l'envie de l'utopie est venue à l'espèce humaine? Et est-ce que cette envie d'utopie peut être revendiquée comme un besoin fondamental de notre espèce? C'est une question difficile, je n'ai pas la réponse. Il n'y a que des pistes, mais bon, vous qui travaillez sur l'utopie, essayez de nous éclairer quelques petites pistes. Merci Jean-Marc pour cette... Alors, moi j'aurais 2 mots à dire. Insatisfaction, espérance. Je pense que l'homme est sans doute le seul être à être insatisfait par nature, à ne jamais être satisfait de ce qu'il a. Il se projette, il rêve, on l'a dit tout à l'heure, et donc il est capable d'envisager autre chose que ce qui est. Le projet, c'est ça, c'est se jeter en avant et voir ce qui pourrait être plutôt que ce qui est. Donc cette insatisfaction permanente, elle a évidemment des aspects très négatifs, mais elle a aussi, à mon sens, ce côté positif qui est d'être un moteur, de le pousser à vouloir toujours faire mieux et autrement. Et aux côtés de l'insatisfaction, il y a l'espérance.
Bon, la mythologie grecque nous parle beaucoup de l'espoir, cette chose qui est restée. Bon, je vous renvoie au mythe. Donc ça, c'est aussi lié, à mon sens, à cette même capacité de rêve et de projet. L'espoir, c'est se dire qu'aujourd'hui, c'est pas terrible, mais ce sera mieux demain. Donc l'insatisfaction et l'espoir conjugués ont, à mon sens, donné naissance à ce sens de l'utopie qui, d'après moi, est viscéralement attaché à la condition humaine. Pour moi, ce qui est viscéralement aussi attaché, donc je continue, le désir, c'est le manque. C'est l'expression d'un manque. Et moi, je pense que l'utopie naît avec « je t'aime » aussi. Oui. La différence entre le désir et l'amour. Et la question au fond. Oui, je voudrais revenir un peu sur notre repère contemporain. Donc on s'aperçoit donc déjà à travers l'histoire et autres qu'il y a comme un écran de fumée en ce moment dans la société qui nous cache de tout horizon. Le seul horizon qu'on pourrait voir justement, ce serait la catastrophe, la fin du monde ou la fin des mondes. Donc il y a eu la crise des utopies, avec tous les malheurs qu'il y a pu y avoir avec le nazisme et le stalinisme donc, au XXe siècle. Mais en même temps, dans notre langage actuel, on parle beaucoup plus d'innovation que de progrès. Moi, le progrès, je le vois comme une élévation à un stade supérieur. Je le vois comme une sorte de traduction de l'utopie, néanmoins. Et l'innovation, qu'on entend à bout de champ, tout bout de champ, dans la publicité ou autre chose, c'est faire du surplace. Et l'innovation, pour moi, fait partie aussi des crises de l'utopie. Je vais dire quelque chose qui pourra, je pense, déranger beaucoup d'entre nous. Je pense qu'à l'heure qu'il est, il faut croire en l'au-delà. Quel au-delà? L'au-delà qu'on a en soi. Je pense qu'il faut refaire un travail introspectif sur soi-même, rechercher par l'imagination qui on est, donc aller à la pêche aux petits poissons, comme vous disiez. Et je pense que là, cette fois-ci, la franc-maçonnerie a vraiment un rôle justement pour nous faire travailler nous-mêmes, mais aussi la franc-maçonnerie, plus que jamais, aura le devoir aussi de sortir de ces murs, de sortir du temple, pour proposer autre chose. Et redonner, oui, peut-être la notion d'utopie, peu importe, mais essayer d'avancer, d'aller au-delà de ce qu'on peut nous imposer comme vision de l'avenir, ce qu'on nous impose une certaine vision de l'avenir. Et justement, avant de parler d'altérité, on évite de parler d'alternative. Voilà. Deuxièmement, vous parliez qu'il faut recentrer l'homme au centre de tout. Je pense qu'on l'a trop fait, ça. On l'a trop fait, notamment depuis le siècle des Lumières. Et la composante, maintenant, a un petit peu changé. Il faut reconsidérer l'homme, oui, mais dans son environnement. C'est-à-dire l'homme fait partie d'un tout. L'écologie, dans sa propre définition, c'est que l'homme est en interaction avec ce qui l'entoure. Ses siens, l'altérité, mais aussi son milieu naturel. Donc peut-être mettre l'homme pas vraiment au centre des choses, mais le considérer autrement dans une sphère et dans un tout unique. Voilà. Et je pense que là aussi, enfin voilà, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors mettre l'homme au centre de tout, c'est pas forcément avoir une idée anthropocentrique. Donc mettre l'homme au centre, c'est mettre l'homme aussi bien dans sa relation avec la nature. Mais là, je parle, j'ai l'impression que je suis en train de parler hermétisme très ancien, et mettre l'homme en harmonie avec lui-même, avec la nature et avec le cosmos. Donc en fait, ça c'est Alexandrie, enfin c'est l'hermétisme, c'est Hermès Trismégiste, mais c'est déjà, et c'est encore, pardon, c'est le ressurgissement de l'humanisme au XVe siècle. C'est ce que disent les humanistes à ce moment-là, c'est ce que dit Pic de la Mirandole, par exemple. Donc c'est ce qu'on va retrouver aussi en maçonnerie. Simplement, ce que nous apporte la franc-maçonnerie à l'égard de ce qui nous arrive, ce qui se passe aujourd'hui et de certaines urgences, c'est qu'elle nous dit aussi il n'y a pas d'urgence. Il faut savoir changer de temps. Il faut savoir aussi être non seulement dans l'histoire nous mord la nuque, mais comme disait, je crois que c'est Trotsky, je peux me tromper, mais c'est quelque chose comme ça, mais aussi maintenant on prend le temps, on fait l'écart nécessaire à ce qui va nous régénérer et à ce qui va nous permettre de sortir
de cette déréliction dans laquelle nous sommes en permanence. La maçonnerie est aussi une école de lenteur. Oui, oui. Oui, par rapport à ce que vous disiez, je suis d'accord avec Marie-Dominique, mettre l'homme au centre. Alors déjà, moi, j'ai pas dit l'homme, j'ai dit l'humain. J'y vois une différence. Mettre l'humain, ce qui est humain. Parce que mettre l'homme au centre, on pourrait effectivement avoir cette vision soit anthropocentrique, soit cartésienne, se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est pas ça. C'est justement mettre l'humain, ce qui est bon pour l'humain, mais ce qui est bon pour l'humain, on le voit aujourd'hui et vous l'avez rappelé, c'est aussi d'être en relation et en respect avec son environnement. Donc l'humain au centre, pour moi, ça implique cette redéfinition du rapport avec l'environnement et notamment la nature. Deuxième point, oui, l'innovation, on en parle à tort et à travers, mais l'innovation, on parle surtout d'innovation technique, technologique. On a bien vu ce que ça pouvait donner. Hein. Ça, là aussi, quand on parle des utopies, dystopies, c'est aussi Hiroshima, Nagasaki, bon, l'innovation. Le progrès, c'est un peu différent, parce que le progrès, déjà, il faut définir de quel progrès on parle. Est-ce le progrès technique, technologique ? On parlait de l'innovation, ça se rejoint. Est-ce que c'est le progrès moral, philosophique, spirituel? Et là, on n'est plus du tout sur le même aspect des choses. Et je crois que si la franc-maçonnerie aujourd'hui peut apporter quelque chose à la société, c'est plutôt sur ce pan-là. Vous parliez de développement, et c'est vrai que le vitriol, visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, fais ce travail d'introspection et tu te trouveras toi-même, etc. Oui, la franc-maçonnerie, elle a un rôle à jouer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas la seule à le proposer. Aujourd'hui, vous avez ceux qui pratiquent la méditation, le yoga, la pleine conscience, le développement personnel. Vous avez des tas de coachs qui vous proposent les mêmes objectifs, mais avec des outils différents. Ce que nous, on propose, on a la même finalité de développement personnel, à peu près, mais par des outils qui sont symboliques. Et je pense que c'est ça qui fait différer la franc-maçonnerie de toute cette offre aujourd'hui qui peut sembler très proche de la franc-maçonnerie en termes de finalité. Nous, on le fait avec des outils différents, des mythes, des rites et des symboles. Et c'est peut-être là, c'est ce socle-là qui peut-être peut faire la différence dans la société totalement désorientée, dirait le franc-maçon, et en perte de repères qui est la nôtre. Oui, sans compter que le développement personnel, on ne pense qu'à soi. Il se trouve que les francs-maçons, ils pensent aux autres. Et ça fait une petite différence. Encore une question pour deux bonnes réponses. La maçonnerie, amélioration de l'homme et de la société. Vous avez bien décrit comment la maçonnerie peut contribuer à l'amélioration de l'homme, à mettre en valeur des capacités intérieures, insoupçonnées souvent, que la maçonnerie permet à chaque franc-maçon de développer. Le travail en loge, les discussions avec les frères et les sœurs maçons permettent effectivement de le faire. Deuxième aspect, amélioration de la société. Et là, je suis beaucoup plus dubitatif. En quoi la maçonnerie a-t-elle permis d'améliorer la société ? Le dérèglement climatique, le pouvoir de l'argent, que faisons-nous ? Merci. Je ne sais pas ce que nous faisons à l'heure actuelle et je ne suis pas loin de partager ce doute pour ce qui est des temps de notre contemporanéité. Mais je dirais que par le passé, la franc-maçonnerie a prouvé qu'elle pouvait améliorer la société. Je pense au XIXe siècle, Victor Schœlcher, l'abolition de l'esclavage, Jules Ferry, l'école laïque gratuite obligatoire, la Troisième République, avec le gouvernement des francs-maçons, où on connaît toute cette histoire. Le moment chaud de l'histoire maçonnique, c'est bel et bien la Troisième République, où les francs-maçons discutaient dans la loge les dossiers sensibles, les questions de société, et ensuite se battaient en ayant des mandats politiques pour les faire passer, pour en faire des lois, et donc ça transformait concrètement le visage
de la société. Donc ça, c'est indéniable qu'on a su le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, nous continuons à essayer de le faire, peut-être avec un peu moins de bonheur qu'auparavant, mais je rappelle que la question à l'étude des loges est toujours là aujourd'hui pour essayer de sensibiliser les francs-maçons à ces grandes questions de société et à infléchir la tendance de la société. Les obédiences, mais là je ne vais pas parler à la place des conseillers de l'ordre et des grands maîtres qui s'occupent de cela au niveau institutionnel, obédientiel, mais les grands maîtres sont consultés sur ces grandes questions de société, au même titre d'ailleurs que les grands représentants des églises, des religions. Donc on continue à essayer de le faire, mais il est vrai que nous ne sommes plus au temps de la Troisième République. Reste à espérer que les temps heureux de la Troisième République reviendront un jour. Mais peut-être allons-nous inventer de nouveaux modes d'aide à la société. Je pense notamment à la spiritualité. Pour moi, le combat aujourd'hui n'est pas tant politique. D'ailleurs, beaucoup de Français sont désengagés de la politique, ils n'y croient plus. Je pense que le temps n'est plus au combat politique, je crois qu'il est au combat spirituel, à la culture. Je parlais du djihadisme tout à l'heure. Dans une société où on a des jeunes qui, ne trouvant pas de sens à leur vie et de réponse satisfaisante dans la société, partent faire le djihad parce que là, on leur propose des solutions clés en main, je crois que nous, francs-maçons, nous avons beaucoup à réfléchir, à nous interroger et à dire, mais nous avons des outils à proposer. On peut donner du sens à sa vie grâce à la franc-maçonnerie et c'est beaucoup moins dangereux que d'aller faire le djihad. 3 minutes. On a aussi quelque chose de très important, qui est qu'effectivement sur les institutions qui sont déjà en déshérence, on a peu prise, mais là où on peut avoir prise, c'est juste à côté de chez nous, dans la société civile. Et beaucoup de francs-maçonnes et de francs-maçons sont impliqués dans des actions dans la société civile, dans diverses associations, qu'on aille de l'alphabétisation aux universités populaires. J'ai présidé moi-même une université populaire. J'ai été impliquée dans des formations à l'audiovisuel pour des exclus. Je pense que, là je parle de moi, mais je sais que plusieurs d'entre nous ont des actions directes comme ça, parce que aussi, ce dont nous nous rendons compte aujourd'hui, c'est que si on veut être actif pour changer quelque chose, eh bien les choses ne peuvent se faire qu'en écho, dans un domaine où on est de toute façon dans des invisibles, et que si on veut modifier les choses, c'est concrètement mettant les mains dans le moteur aussi que ça passe. Et ça, je crois que d'un côté, en maçonnerie, on est là effectivement pour faire cette quête spirituelle en se posant des questions de société, et à l'extérieur du temple, on le dit, on termine là-dessus, n'est-ce pas, qu'on porte des vérités ou autre chose. En tout cas, on doit, et on essaie d'en rendre compte dans Voix d'initiés dans la collection de la Grande Loge féminine de France, de notre implication aussi concrète, directe, avec, entre autres, ceux qu'on appelle les exclus. Aujourd'hui, j'aime pas ce mot. Ils ne sont pas exclus, ils feront partie de notre société, ils sont de plein pied avec eux. On a par exemple des témoignages de sœurs qui se sont impliquées à Calais, des choses comme ça, et des contradictions en tant que franc-maçonne que ça peut avoir. Il y a comme ça notre jugement et notre action qui n'a pas besoin forcément, qui ne peut plus de toute façon atteindre aux ors de la République, n'est-ce pas? Soyons petits, humbles, mais efficaces. Eh bien, ce sera peut-être le mot de la fin. Nous allons remercier nos deux oratrices. Les francs-maçons essaient de rassembler ceux qui étaient part. Rassemblons-nous, et les profanes qui sont dans la salle, si on ne vous a pas effrayé ou si on vous a séduit, venez nous rejoindre. Rassemblons ceux qui étaient part. Je vous remercie.